Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Pau, je suis business coach, action coach à Paris et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Driss Jabbar, fondateur de CloudFreight. Bonjour Driss, Bonjour et merci pour l'invitation. mais je vous en prie. Alors première question Driss, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous présenter votre parcours entrepreneurial? Brice Jabbar, 35 ans, ingénieur de formation. J'ai eu la chance en tout cas de travailler dans pas mal de sociétés du CAC 40, que ce soit en France ou en Europe, mais toujours dans l'industrie de la logistique et du transport. Et c'est suite en fait à cette expérience-là de 10 ans que j'ai décidé de lancer Cloudfreight. Mais D'accord. nous aurons la possibilité par la suite et le temps de discuter en fait de la jeunesse de ce projet. Justement, alors ma question, ça va être comment est-ce qu'est née cette envie d'être entrepreneur et comment est née l'idée de CloudFreight? Alors l'entrepreneuriat, c'est quelque chose en fait qui est, je dirais, inné parce que depuis mon jeune âge, bon, il y a des événements quand même qui nous poussent à être entrepreneur sans le vouloir. Moi, j'avais perdu en fait mon père à un âge très très jeune, j'avais 5 ans. Ma mère était femme au foyer. Moi, je vivais de l'autre côté de la Méditerranée au Maroc à l'époque. Et, euh, et du coup, ma mère, elle était obligée d'aller travailler au quotidien. Et vu que j'avais pas l'âge pour intégrer l'école, je l'accompagnais. Et donc, je l'accompagnais dans ce qu'on appelle le marché, le souk, en fait, comme on dit de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est à l'âge de 6 ans où j'ai commencé à vendre, en fait. Ça peut être bizarre pour un peu la population occidentale, mais pour en tout cas notre culture, c'est quelque chose qui est tout à fait admissible. Donc, j'ai commencé très très jeune à entreprendre des petits commerces et quand j'avais en fait du temps libre, j'aimais beaucoup en tout cas multiplier les business, des petits business, hein, des petits business où j'achetais des affaires, je les vendais. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà indépendant financièrement. Donc, c'est un parcours qui est un peu particulier. Et par la suite, voilà, j'ai eu la chance d'intégrer une école d'ingénieur réputée, que ce soit au Maroc ou ici, parce que j'ai poursuivi mes études aux arts et métiers à Paris. Et j'ai eu la chance d'intégrer la première boîte dans mon parcours, c'était Sanofi, donc dans le secteur pharmaceutique. Et par la suite, j'ai intégré le monde du consulting et du conseil dans pas mal de sociétés où c'était des missions de 3 mois, 6 mois pour les conseiller sur la stratégie en supply chain, l'innovation, dans des groupes comme Total, Suez et dans d'autres groupes en fait européens. Donc 10 ans d'expérience, c'est vrai que ça permet de forger en fait la personnalité et surtout ça permet d'avoir un bon diagnostic sur les problématiques du secteur de la logistique et du transport. Et c'est quand j'étais en déplacement en Espagne où j'ai vu le nombre important de camions, pardon, qui retournaient en fait à vide de l'Europe vers le Maroc, qui est mon pays d'origine. Et c'est là où je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en creusant le sujet, bah, on s'aperçoit que c'est la plus grande problématique du secteur du transport routier de marchandises. Il faut savoir que 30% de camions circulent à vide. D'accord. C'est une aberration sur le plan économique et écologique. Bah, sur le plan économique, bah, c'est une perte pour les sociétés de transport qui sont obligées, en tout cas, de parcourir ces kilomètres à vide parce qu'ils n'ont pas d'opportunité de remplir en fait leurs camions et optimiser leur trésorerie. Et pour l'environnement, ouais, c'est un effet néfaste parce qu'on parle du troisième secteur le plus polluant au monde, qui est le secteur du transport routier. Donc tout ça m'a poussé en tout cas à créer le premier, ce qu'on appelle le POC, Proof of Concept, donc un prototype de notre solution CloudFreight qui vise à optimiser le retour à vide des camions, donc en utilisant les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle.
D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comment faites-vous pour que ces camions ne repartent pas à vide, mais épargnent un petit peu notre planète? Bah, aujourd'hui, comme vous savez, en fait, il y a un boom technologique. On parle de l'intelligence artificielle de plus en plus de manière un peu très... on la banalise. Et nous, l'objectif, c'était d'utiliser en fait cette technologie-là pour apporter aussi une solution concrète à un secteur qui peine en tout cas à sortir la tête de l'eau. On parle d'un secteur qui est très fragmenté, le secteur du transport routier de marchandises. Il faut savoir que plus de 95% des transporteurs, c'est des petites structures de taille familiale qui ont moins de 3 5 camions et qui n'ont pas de service marketing ou des commerciaux pour aller chercher des opportunités à des centaines de kilomètres de leur lieu de prédilection. Et donc, ils sont obligés de livrer une marchandise, de revenir à vide pour qu'ils puissent en tout cas recharger vers l'autre sens. Et donc, notre solution, tout simplement, c'est une solution qui permet de prédire ces camions vides. C'est-à-dire, on a une plateforme qui va se pluguer sur les outils de planification des transporteurs. Ceux qui n'ont pas d'outil de planification, ce qu'on appelle dans le jargon un TMS, un Transport Management System. Donc, c'est une plateforme qui permet aux transporteurs de gérer leurs chauffeurs, de gérer leurs camions et de planifier leurs opérations. Donc, pour les petits transporteurs qui n'ont pas de TMS, on leur offre notre TMS interne gratuitement et on se plug sur de la data pour détecter là où les camions sont vides. D'accord. Et par la suite, on les match avec les besoins du marché. Donc, on a un pool de chargeurs, c'est des industriels, eux qui ont des marchandises à transporter d'un point A à un point B et qui recherchent en fait des camions. Donc, on bénéficie un peu de l'effet marketplace et de l'effet réseau en fait pour pouvoir matcher l'offre et la demande. Vous êtes un chef d'orchestre, en fait. Il y a un besoin d'un côté qui est celui de transporter des marchandises, de l'autre côté, des camions qui rouleraient à vide. Donc finalement, vous êtes un chef d'orchestre qui avait la position de celui qui permet de faciliter tout ça, un facilitateur. Est-ce que ça vous convient comme définition, Driss? Et c'est vrai que en fait, cette problématique-là réunit tous les acteurs, parce que c'est la plus grande problématique en fait du secteur quand on parle des retours à vide, et que c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Alors, Oui, pour les chargeurs, bah, ça permet de faire des économies sur leur budget de transport. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas acheter au même prix une place vide. oui. Bah, je cite l'exemple, par exemple, de Blablacar, Mhm. qui peut être assimilé à ce business-là. Donc, nous, c'est un peu le Blabla Truck ou le Blabla Camion. Pour les porteurs, c'est un gain en trésorerie, puisque au lieu de parcourir des kilomètres à vide, bah là, ils permettent, en tout cas, c'est de la marge bénéficiaire directe. Et pour l'environnement, c'est tout bénef, parce que voilà, c'est moins de kilomètres, moins de trafic et moins de pollution. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une fausse croyance, Driss, dans votre secteur d'activité que vous aimeriez mettre à mal à cette antenne, une idée préconçue? C'est vrai qu'on pense que le secteur du transport routier de marchandises, c'est un secteur qui est peu sexy. Ça, c'est la réalité. La preuve, c'est que en Europe, ne serait-ce qu'en Europe, il manque plus de 200 000 chauffeurs Wow. routiers. C'est un secteur qui est en tension et tout simplement parce que voilà, on pense que le chauffeur routier, bah, c'est un métier qui est pénible, certes, qui est peu sexy, certes, parce on se dit, bah, le chauffeur, il est dans son camion, il parcourt en fait des milliers de kilomètres et il ne peut revoir sa famille qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, et que ça, c'est un peu compliqué sur le plan perso. Mais les conducteurs ou les chauffeurs routiers, eux, c'est des gens qui sont passionnés parce qu'ils ont goûté en fait à ce métier-là. Il faut savoir que la cabine, c'est plus, ou le camion, c'est plus un outil de travail, mais c'est devenu en fait un lieu de vie pour certains chauffeurs routiers. Si on parle aussi des évolutions technologiques, aujourd'hui, on a des camions où l'intérieur, ça, on peut l'assimiler un peu voilà, à un lieu de vie un peu cosy, où les chauffeurs, ils essaient aussi un peu de retoucher aussi ce lieu-là. Ils aiment bien aussi entre eux de bichonner leurs camions.
un peu à la Pump and My Ride, en fait, aux États-Unis. C'est un style de vie, en fait. C'est un style de vie. Aujourd'hui, c'est un métier, certes, avant, c'était peu rémunérateur, mais aujourd'hui, au vu, en fait, de la tension dans le secteur, on commence, en fait, à atteindre des revenus qui sont plutôt corrects pour les chauffeurs, avec des primes en fonction de la productivité. Moi, je pense que c'est un secteur qui fait nourrir tout le monde parce que tout ce qui nous entoure, a été à un moment ou à un autre acheminé par un camion, que ce soit une chaise ou autre, même ce qu'on mange au quotidien, il est acheminé par des camions. On ne peut jamais, en fait, on ne pourra jamais vivre sans cette industrie-là. Donc, il est le devoir d'entrepreneurs comme moi de faire connaître ce métier-là, de le rendre un peu plus sexy, parce que c'est un secteur qui va encore être tributaire des chauffeurs routiers, parce que, à ma connaissance, on n'a pas d'avancée en automatisation de conduite de camion. On commence à voir ça sur les véhicules individuels, mais même sur les véhicules individuels, je pense qu'on en a encore pour 10 ans, alors que pour les camions, on en a pour plus d'en fait de temps pour voir le premier camion autonome. Donc voilà, donc c'est un secteur qui est très intéressant, vital pour l'économie de tous les pays. Il faut savoir qu'en Europe, ça représente plus de 80% des échanges économiques et que le fret aérien et routier ne représente que 15%. Et la D'accord. plus grande partie, en fait, c'est le transport routier parce que c'est pratique, parce que c'est économique pour les sociétés et parce que voilà, donc c'est très agile comme solution. D'accord. Alors finalement, ce sont des tiny houses qu'ils ont mis, enfin, qu'ils ont à leur disposition. Un secteur masculin, un secteur féminin. J'ai une petite idée, mais je veux bien vous entendre sur le sujet, Driss. Alors, c'est vrai que c'est un secteur qui est macho, de par un peu, on va dire, l'historique, mais on voit de plus en plus, en fait, de femmes entrepreneuses qui, que ça soit patronnes de sociétés de transport ou qui font aussi chauffeur routier. Je pense que c'est un métier qui commence un peu voilà, à se féminiser. Tant mieux parce qu'on connaît la rigueur des femmes, on connaît la qualité aussi du travail des femmes et vu que c'est un secteur qui est en tension, on a besoin de l'effort de tout le monde pour pouvoir le faire vivre encore des années. D'accord, merci beaucoup pour cela. Euh, une question, quelles sont finalement euh, vos manières de rentrer en contact avec vos clients? Parce que d'un côté, il y a les transporteurs routiers, de l'autre côté, les industriels ou les sociétés qui ont besoin de se faire acheminer des marchandises. Mais finalement, comment est-ce qu'ils rentrent en contact avec vous? Comment est-ce qu'on rencontre Cloud Freight et comment est-ce parce que je crois que vous faites du froid également. Enfin, il y a plusieurs branches. Je veux bien comprendre un peu plus, s'il vous plaît. Sur tout ce qui concerne la prospection commerciale, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du secteur du transport routier comme un secteur vieillard qui n'a pas bénéficié des bienfaits de la digitalisation. Mais juste après le Covid, on a vécu une transformation dans ce milieu. Si vous m'aviez posé cette question avant le Covid, je vous dirais que 100% de la prospection se faisait en face-to-face, qu'il fallait se déplacer chez le transporteur, qu'il fallait se déplacer chez l'industriel pour pouvoir signer des contrats, pour pouvoir prendre des premières commandes et transporter les marchandises. Mais le Covid, il a complètement chamboulé tout ça. Euh, Nous, par exemple, on a commencé en plein Covid et on a bénéficié en tout cas de cette transformation parce qu'on pouvait faire des prospections à distance et qu'on pouvait en fait enchaîner des rendez-vous via des points visio avec des clients qui jamais ils nous auraient eu, en tout cas à distance. Et ça permet d'accélérer euh, la croissance et d'accélérer l'acquisition de nouveaux clients. Nous, en termes d'outils, c'est vrai que comme toute startup,
on essaye de bénéficier un peu de la nouvelle technologie qui permet de booster les ventes en utilisant plusieurs canaux en fait de distribution, plusieurs canaux d'acquisition, du emailing, du cold calling, voilà, des rendez-vous aussi physiques avec des clients à haut potentiel et avec une stratégie, que ça soit push ou pull, pour pouvoir vraiment créer un vivier important de clientèle avec une équipe en fait dédiée. Aujourd'hui, c'est vrai que grâce aux outils et grâce aussi à l'intelligence artificielle, il y a pas mal d'outils qui facilitent ces tâches-là, des tâches qui sont un peu de valeur ajoutée pour un commercial qui aujourd'hui sont quasi automatisés et qui permettent aux commerciaux d'aller droit au but en fait avec les clients pour vendre la valeur ajoutée du produit et pas passer le temps à le présenter et à essayer aussi de se présenter aux clients. Oui, alors là, vous parlez effectivement de la mise en place de systèmes qui a été accélérée par l'avènement du Covid. Effectivement, ça a été un accélérateur pour bon nombre d'entreprises et qui ont du coup modifié un petit peu la façon de fonctionner et se sont tournés vers toutes les nouvelles technologies et ont assimilé que l'intelligence artificielle était un atout dans le développement de leur structure. Alors, Driss, je vais vous poser une question qui va demander un petit peu d'imagination et comme vous aviez été entrepreneur très très jeune, ça devrait être relativement facile puisque je vais vous proposer de monter dans une machine à remonter le temps et d'en sortir au moment de votre adolescence. Et donc, vous vous rencontrez adolescent, alors indépendant financièrement à 16 ans, vous aviez déjà compris un certain nombre de choses sur l'entrepreneuriat et c'est tout à fait remarquable. Est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous auriez aimé donner au Driss adolescent? Audrice, adolescent, la vérité, je regrette rien en fait de ce que j'ai vécu. C'est vrai que pour un enfant qui a perdu son papa en fait très jeune, c'est difficile. Mais ce que je pourrais dire en fait, un conseil que je pourrais donner plutôt aux jeunes qui ont mon âge, je dis pas qu'il faut que tout le monde en fait devienne entrepreneur. Mais il faut, je pense que si on peut généraliser ça, ça serait bien parce que je connais en fait cette culture dans des pays comme les États-Unis, des pays un peu, voilà, on va dire, économiquement agressifs, où dès le jeune âge en fait d'un enfant, ils essaient un peu de l'assimiler ou de le pousser à vendre quelque chose parce que en fait, c'est un sentiment qui est un peu particulier de se dire, bah, je vais faire un effort, je vais essayer de vendre quelque chose. Ça forge en fait la personnalité. Moi, je connais en fait des amis à moi qui poussent leur enfant, par exemple, à faire les vides-greniers. Oui. Ça, je trouve que c'est une expérience en fait formidable parce que l'enfant, voilà, lui aussi, il va essayer de vendre, il va pouvoir développer en fait de nouvelles compétences qui vont l'aider tout au long en fait de son parcours, que ce soit académique ou dans sa vie. Moi, le conseil, c'est ça. C'est si on peut en tout cas développer des modules pédagogique sur la vente dès le jeune âge ou le contact en fait humain parce que c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus. Nous, on n'avait pas de téléphone, hein. Je fais partie de la génération 80. On n'avait pas de téléphone à cet âge-là et je trouve que c'était quelque chose de formidable de ne pas avoir en fait d'outils comme ça à l'époque parce que on passait notre temps à discuter, on passait notre temps à communiquer, on passait notre temps à vivre en fait de nouvelles expériences. Et c'est vraiment ça le conseil que je pourrais donner aux parents et aussi aux jeunes de se détacher un peu voilà, des réseaux sociaux, de cette technologie et d'essayer de vivre des expériences un peu terre à terre, hein. Des vides-greniers, ça fait du bien. Voilà, des colonies de vacances aussi sans téléphone, des voyages sans téléphone. Je pense qu'à un certain moment, il faut se poser réellement en fait la question de qu'est-ce qu'on va devenir en fait sans Internet. Je pense que la vie elle deviendra plus simple.
Je suis d'accord avec vous. Et en plus, ça permet de mieux se connaître et faire connaissance avec soi-même. C'est super important dans derrière pour pouvoir savoir ce qu'on n'aime pas, où sont les points forts et du coup les travailler pour en faire de véritables forces à l'âge adulte. Alors, les prochaines étapes pour CloudFreight, c'est quoi en 2024? Quel est le grand projet? Je vous demande un peu une projection là. Alors, comme toute startup, en fait, il faut savoir comment on aime définir en fait la startup en Silicon Valley, hein, on va dire le temple des startups. On l'a défini comme une compagnie. A startup is a company designed to be a hypergrowth, c'est-à-dire c'est une société comme les autres, mais qui est designée pour faire de la croissance exponentielle. Et donc, pour faire de la croissance exponentielle, c'est vrai qu'on ne va pas utiliser des outils classiques et qu'on doit toujours aspirer faire des croissances à 3 chiffres, pourquoi pas à 4 chiffres. Aujourd'hui, on connaît en fait des startups qui ont le PIB des plus grandes nations en fait, qui sont valorisées le PIB de grandes nations. Aujourd'hui, si je ne cite que Google, elle est valorisée à 2000 milliards de dollars. C'est hallucinant. Il y a quelques années en arrière, c'était une société qui, euh, qui était proposée pour vente à 1 million de dollars à l'époque, mais la société, je ne vais pas citer son nom, qui n'a pas saisi l'occasion. En tout cas, c'est pour une startup, c'est le destin, c'est-à-dire de se réveiller tous les matins pour dire bah, je dois faire encore plus, je dois aller vers cette croissance à 3 chiffres. Et nous, on a réussi, en tout cas les 2 premières années d'activité, de maintenir ce cap-là. On avait fait 400% de croissance la première année, 160% de croissance la deuxième année. Et cette année-là, en 2024, on souhaite dépasser les 200% de croissance avec un objectif au-delà des KPI financiers, c'est aussi l'impact. C'est l'impact qui nous importe, c'est de faire sortir des business, des petits business de transport qui galèrent aujourd'hui, de leur faire bénéficier de notre réseau de chargeurs pour améliorer leur trésorerie. Et puis aussi pour l'environnement, à notre échelle, de pouvoir contribuer positivement à ce que notre planète respire mieux. Donc c'est ça ce qui nous motive au quotidien. Et puis l'avenir de Cloudfreight, nous, on le voit comme leader du transport routier en Europe. On a démarré au Maroc. On a pu lancer la solution en Europe dans 5 pays. Et notre vision, c'est de devenir le leader de la digitalisation du fret routier horizon 2030. Parfait. Alors, vous m'offrez une superbe opportunité de mentionner quelque chose que peu de gens savent. Effectivement, la Silicon Valley, c'est là que beaucoup de choses se testent, sont mises un petit peu en laboratoire avant d'être déployées sur le reste du monde, ce qui me donne l'occasion de mentionner que effectivement, c'est le choix que nous avons fait également, puisque nous sommes implantés sur la maison mère à Las Vegas, donc en plein cœur de la Silicon Valley, justement pour ces raisons-là. Et puis le rôle sociétal du chef d'entreprise, effectivement, là, que ce soit en termes de création d'emplois, que ce soit en termes de partage de valeurs, que ce soit en termes de responsabilité par rapport à l'écologie. Merci pour cela, Driss. C'est effectivement quelque chose que nous partageons, que nous partageons. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Là, c'est vraiment tribune ouverte. Alors, c'est vrai que vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais de l'imagination. J'en ai un peu. Donc, c'est plutôt en fait un souhait pour cette année 2024 de voir le monde en fait un peu apaisé, parce qu'il y a pas mal de tensions, c'est vrai, dans le monde entier. Il faut arrêter un peu de mettre les uns contre les autres et qu'on puisse se mettre l'un à côté de l'autre pour pouvoir avancer, puisqu'on a un objectif commun dans cette vie-là, c'est de vivre un peu en paix. Et j'espère que cette année 2024 sera l'année de la paix pour tout le monde.
peu importe où il y a des tensions, mais j'espère en tout cas que on revienne un peu à la raison et qu'on se dise, bah, au-delà du business, au-delà de ce qu'on vit dans notre petite échelle, il y a des enjeux mondiaux et qui peuvent nous impacter, qu'on le souhaite ou pas et qu'on le veuille ou pas. Et donc, nous, à notre échelle, qu'on soit responsable. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Driss. Chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Driss, merci infiniment de votre témoignage. Merci à vous Au revoir. également. Au revoir.